Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, je suis submergé de bonheur. Parce que c'est vrai que mardi, on a eu notre première leçon de prononciation de japonais. Et aujourd'hui, jeudi, pour le deuxième cours, vous êtes encore plus nombreux à regarder. Vous en avez parlé à vos potes, tout ça. Vous êtes super nombreux à vouloir bien parler japonais. Et ça me fait tellement plaisir que, en plus de la leçon de japonais, je vais vous offrir quoi? Je vais vous offrir un Notchan, je vais vous offrir une interview de Muriel Tramis. Aussi, je vous mettrai un D6. Je vous mettrai un D6, c'est un petit peu peut-être... mais non, ça va. Et puis, je vous mettrai quand même du auto. Et ça me fera plaisir. Et on commencera par des news. Et après, on se remet au boulot, quand même, faut pas déconner. Premier DLC de Castlevania Lords of Shadow, Rêverie vous placera toujours dans la peau de Gabriel, qui tentera de sauver Laura, ancienne servante du vampire Camilla. Disponible fin mars sur PS3 au prix de 8 € et sur Xbox 360 pour 800 MS Points, Rêverie est le premier des 2 DLC prévus pour le titre de Konami et promet quelques heures de jeu supplémentaires pour les tueurs de vampires en herbe. En bêta fermée depuis de nombreux mois, Wakfu s'apprête à s'ouvrir à tous les joueurs. Et c'est à partir du 27 avril que le nouveau MMORPG d'Ankama passera en open bêta, c'est-à-dire que n'importe qui pourra s'y inscrire et y jouer. Rendez-vous donc dans un peu plus d'un mois pour voir ce que ce jeu ambitieux avec son univers régi entièrement par les joueurs a dans le ventre. Après s'être attaqué de bien belle manière au jeu de plateforme avec Scribblenauts, les petits gars de Fifcell vont tenter de faire évoluer le third-person shooter avec Hybrid. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ça a l'air original. En fait, on ne dirige pas directement son personnage, mais on se contente de lui donner des ordres. Va te mettre à couvert ici, fais apparaître des coéquipiers là, etc. On ne sait pas grand chose de ce titre prévu courant 2011, mais connaissant le studio derrière le projet, on sait que ça va être original, et on est curieux de voir le résultat final. On est d'accord, 6 € le personnage supplémentaire, ça fait cher. Et si peu de temps après la sortie d'un jeu, on peut être tenté de crier au scandale. Mais honnêtement, 6 € pour Jill Valentine en combi latex ou pour un œil gigantesque plein de tentacules, ça le fait, non? Quoi qu'il en soit, les fétichistes en tout genre pourront acquérir Shumagorath et Jill Valentine le 15 mars sur Xbox 360 et le lendemain sur PS3 pour le prix assez salé de 6 € ou 500 MS Points. Dans notre première leçon, nous avons vu les voyelles. Je vous les rappelle vite fait, A, I, O et O. Maintenant, nous allons nous intéresser aux voyelles longues. Alors bon, c'est vrai qu'en japonais, parfois, vous tombez sur un mot où vous avez 2 fois la même voyelle qui se suit. Alors bon, vous pouvez être perturbé, mais il n'y a pas lieu d'être perturbé. Car, par exemple, dans les phrases en français, vous avez déjà les sons. Un avocat a plaidé la cause de son client. Si vous le faites un peu plus vite, c'est un avocat a plaidé la cause de son client. Un avocat a, vous avez vu, vous avez 2 fois le son. Le son A, un avocat A. J'avais noté autre chose. Le Graal, pareil, vous avez 2 fois la lettre A, et ça, vous le prononcez sans faire attention, sans y penser. Un bureau ovale, O, voilà. C'est comme ça qu'en japonais, vous pouvez prononcer, par exemple, le réalisateur, qu'on a parfois appelé Takeshi Mike, ou des choses comme ça. Non, le double I, en fait, il faut l'imaginer séparé. Vous avez Takeshi Mi et Ike, ça fait Mi-Ike, voilà. Matsuuraya, Matsuura. Voilà, c'est quand même un peu compliqué. Kawaii, ça se prononce kawaii. C'est pas kawaii. Salut les otaques! Vous regardez les news de Notchan. Notchan en un seul mot, hein? Comme No Life. C'est pas No et plus loin de Chan. Ça voudrait rien dire. Non, c'est juste que Notchan, c'est mon nom, enfin mon surnom, car en vrai je m'appelle Goulen Lagann dans le prochain Super Robot Tyson, affublé de la lettre Z, aux côtés de l'habituel tripoté de Gundam, dont les plus récents, Double O, etc., Code Geass, le dernier Mazinger, Macross F, etc., etc. Ouais, cette phrase n'a pas de verbe. Et alors?
Qui est Bastien Vives, me direz-vous? Eh bien, c'est un jeune auteur de BD bourré de talent qui a publié de nombreux albums dans la collection Caster de l'éditeur Casterman, remarqué pour le goût du chlore et dernièrement pour l'Empire, en duo avec Merwan Chaban. C'est aussi un bon gros fan de Street Fighter 4 qui a fait toute une galerie de ses persos préférés en cross-gendering, qu'on dirait si on voulait faire brancher, hein. C'est-à-dire qu'il imagine les personnages masculins en femmes et inversement. Et du coup, son copain Gobi aussi s'est fendu de quelques fighteuses bien inspirées. Enfin, s'il fallait se convaincre du talent du jeune artiste, on pourrait admirer le naturel avec lequel il rend la vie d'une salle d'arcade dans un de ses récents strips postés sur son blog. Et quand il revisite Popeye version mangas pour les 24 heures de la BD d'Angoulême, ça arrache. C'est même un peu effrayant. Espérons qu'aucun producteur bien inspiré ne tombe sur ce strip. Ah là là, tant de talent, petit con. Olivier Richard, également connu sous le pseudo Inoshiro à Player One, vient de sortir un bouquin sur un groupe de rock français, La Souris Déglinguée. Les initiales, ça fait LSD. Faut dire que le groupe a été formé en 76, toute une époque. Il faut savoir que le groupe a toujours aimé l'Asie en général et ont sorti plusieurs titres sur le thème du Japon comme Kamikaze Rock'n'Roll, Banzai, Made in Japan ou encore Perdu dans le RER à propos d'une touriste japonaise assassinée dans le RER. Mais le truc hallucinant là-dedans, c'est que ce groupe a eu une petite carrière au Japon au début des années 90. Leur album japonais était même produit par Sagi Tsushiro, qui venait tout juste de composer la BO de Nadia et qui allait composer celle d'Evangelion quelques années plus tard. Imaginez un peu, c'est comme si Kano Yoko produisait Les Rois de la Suède, quoi. Alors, je vous demande un instant, bon, je fais pas ça souvent, mais je dois me préparer un peu pour la news suivante. Hop, hop. Voilà! Si vous êtes un otaku digne de ce nom, vous savez sûrement que la cultissime bande originale des Mystérieuses Cités d'Or n'est pas la même qu'au Japon, puisqu'elle a été entièrement recomposée pour l'Occident par le duo Saban-Levy. Vous savez aussi certainement que les masters ont été perdus à jamais et que les seules musiques restantes viennent du 33 tours sorti à l'époque, mais qui ne contenaient hélas qu'une toute petite partie des musiques du dessin animé. Enfin, vous savez aussi peut-être qu'un certain Yannick Rowe s'est mis en tête il y a plus de 10 ans de recréer ces magnifiques morceaux disparus en partant de zéro. Le CD de ces réorchestrations était d'ailleurs sorti en 2002 chez Logarithme. Seulement voilà, Yannick n'était toujours pas satisfait dans sa quête de perfection, et lorsque tout récemment il réussit à mettre la main sur du matériel d'époque, eh bien, il se remit au travail. Et le résultat est stupéfiant, les sons utilisés sont extrêmement proches des originaux. Écoutez-moi ça. Ah, cette texture, ce son électronique inimitable, c'est vraiment du beau boulot. En plus, Yannick accompagne chaque morceau d'un petit texte explicatif. Par exemple, sur ce morceau intitulé Les Enfants du Soleil, Yannick indique un thème souvent utilisé en fin d'épisode. Celui-ci fait en partie référence au générique, apparaît pour la première fois dans l'épisode 1. Et en plus, il propose tout ça gratuitement sur un tout nouveau site, legrandhéritage.mu. Oui, .mu. C'est le premier site hébergé chez l'Empire de Mu. Au revoir, à bientôt. Bon, bien évidemment, vous le saviez, vous le sentiez venir, il y a une exception, mais bon, une toute petite exception quand même, c'est quand vous avez O ou. Alors bon, normalement, d'après ce que je vous avais dit précédemment, on prononce les différentes voyelles, donc là, ça devrait faire O. Mais non, en fait, ça prolonge, ça prolonge le O. Par exemple, oui, vous avez certainement vu déjà le mot Tokyo écrit. Donc en fait, parfois, souvent, quand les gens font les choses bien, ils mettent un petit trait sur les O. C'est parce qu'en fait, il faudrait écrire avec un U. C'est pour prolonger, ça fait Tokyo, ça fait pas Tokyo, c'est Tokyo. Voilà, il y a d'autres exemples. Fatal Fury. Garo Densetsu. Garo Densetsu. Ça se lit pas Garou Densetsu. C'est un mot... Non, ce serait ridicule quand même, franchement. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Gookie. Gookie, vous savez, comme ça, et puis ben non, c'est Goki. Voilà, ce sont des petits détails. Mais quand même, ça fait toute la différence et des petits détails qui ont toute leur importance. Dans les années 80, l'éditeur Cocktail Vision était l'un des fers de lance du jeu vidéo français. C'est à Muriel Tramis, l'une des premières femmes conceptrices de jeux vidéo en France, que l'on doit la plupart des grands classiques de ce studio aujourd'hui disparu. Mais le parcours de Muriel fut pour le moins atypique. Je n'ai pas toujours fait que du jeu vidéo. En fait, j'ai commencé ma carrière scientifique
en tant qu'ingénieur en informatique dans l'aérospatiale où je faisais de la maintenance d'avions sans pilote et qu'on appelle des drones. Donc c'était quelque chose de très sérieux, de l'informatique industrielle. Et puis j'en ai un petit peu assez de ces armes finalement qui tuaient dans la réalité pour passer dans quelque chose de plus virtuel. Et j'ai rencontré une start-up à son heure qui s'appelait Cocktail Vision, qui commençait à développer des petits jeux éducatifs. Et j'ai proposé mes propres scénarios. Et puis très vite, je suis devenue chef de projet, programmeuse d'abord et chef de projet ensuite. J'ai commencé par proposer à Cocktail Vision, donc l'éditeur que j'avais rencontré, des thématiques qui me tenaient à cœur, notamment Mewilo, donc un jeu d'aventure qui se passait à Saint-Pierre-de-la-Martinique, la veille de l'éruption de la montagne Pelée qui a détruit toute la ville. On était censé être un parapsychologue de renom qui devait élucider une affaire de zombies qui hantait une habitation béquée. Les béquets étant des descendants des anciens propriétaires, des anciens maîtres des plantations. Ses premiers jeux sont ancrés dans la culture antillaise, Muriel étant elle-même originaire de la Martinique. Cet attachement à ses racines lui vaudra même une récompense culturelle, là encore l'une des premières décernées à un jeu vidéo. J'ai eu pour Mewilo la médaille d'argent de la ville de Paris, parce qu'il se trouve que le conseiller de M. Chirac à l'époque était originaire de la Martinique et il avait eu l'occasion d'entendre parler de ce premier jeu vidéo antillais et il a eu envie de marquer le coup. Donc j'ai été contactée très rapidement à la sortie du jeu par le cabinet de M. Chirac qui m'a proposé donc de me remettre cette médaille. Donc j'étais assez fière, non pas personnellement, mais finalement parce que ça véhiculait un certain intérêt pour la culture antillaise. Et le jeu a eu son petit succès aussi ailleurs qu'en France, puisqu'il a été traduit aussi dans les langues principales européennes, en Allemagne notamment, où j'ai été d'ailleurs invitée par la télévision allemande pour parler de Mewilo. J'ai toujours eu envie de mélanger un peu les genres, effectivement, jeu de rôle, un peu d'infiltration, un peu de gestion aussi, de paramètres, et puis la partie aventure avec des énigmes quand même, des mécanismes interactifs assez complexes. Dans Fascination, par exemple, il fallait faire des mélanges pour pouvoir fabriquer des substances nocives pour le tueur, le méchant. Mais mélange aussi de types d'images, puisque dans Lost in Time, on trouvait à la fois de la vidéo, de l'image 3D et aussi de l'image dessinée. Donc j'ai toujours eu envie de mélanger les genres, science-fiction, polar, voilà. Certains se souviennent sans doute de jeux comme Fascination ou Geisha, sulfureux à l'époque, mais qui furent également parmi les premiers à mettre en scène des femmes en tant qu'héroïnes. Puisque l'éditeur Cocktail Vision, donc Monsieur Oskian, qui était directeur à l'époque, m'en donnait l'occasion, j'en ai profité pour produire des scénarios de mon propre chef, de ma propre écriture, et toujours des jeux d'aventure avec une héroïne féminine. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas d'héroïne féminine dans les jeux qui étaient essentiellement destinés à une cible masculine pourtant. Et donc, mon héroïne Doralis a eu plusieurs histoires, Lost in Time, Fascination, et d'ailleurs, avec une progression dans le traitement de l'image, Fascination était en image dessinée complète, alors que Lost in Time voyait arriver les premiers films de personnages réels incrustés dans des décors dessinés. Donc, et puis des parties vidéo aussi, complètes. Donc voilà, c'était une thématique qui me plaisait bien, d'avoir un personnage féminin à gérer. Et personnage féminin qui n'utilisait jamais ou très peu la violence, mais plutôt la logique, l'intuition pour résoudre les énigmes. Incontournable sur la scène du jeu d'aventure francophone, Muriel sera même surnommée la Roberta Williams française. Une comparaison prophétique puisque Sierra rachètera Cocktail Vision au début des années 90. On m'a quelque peu comparée à Roberta Williams. Je dois dire que j'ai sans doute subi son influence quelque part. C'était effectivement la première femme qui faisait parler d'elle aux États-Unis. Et bon, j'ai peut-être été l'équivalent en France, en Europe en tout cas. Oui, comme j'ai eu l'occasion de la rencontrer, elle et son mari, et donc des personnages très sympathiques, et j'ai été fière effectivement d'avoir été comparée à elle.
Eh bien, à vrai dire, à la faveur de la fusion de Cocktail Vision avec Sierra Online, qui avait déjà commencé à faire de l'image réelle avec Phantasmagoria, nous avons voulu nous aussi expérimenter l'image réelle. Donc, il est vrai qu'on était limité aussi dans le dessin par des palettes graphiques qui n'étaient pas aussi évoluées qu'aujourd'hui. Donc il y avait une tentation de produire de l'image beaucoup plus rapidement par la vidéo. Donc il y a eu toute une période où on incrustait des personnages réels dans des décors et même des passages entiers en vidéo complète, comme Urban Runner, qui a été l'un de mes derniers jeux qui était tourné en images complètes. Mais images fabriquées, enfin retouchées par des effets spéciaux évidemment. Mais on s'est rendu très vite compte que l'image réelle finalement ça n'accrochait pas trop, ça a été une mode. Mais c'est vite passé pour revenir à des univers un peu plus oniriques, donc, que permettent l'image dessinée, l'image 3D notamment aujourd'hui. Muriel a également été une des pionnières du jeu éducatif, ayant contribué à la création d'Adi, l'extraterrestre sympathique apportant un soutien scolaire aux enfants. Et on s'est assis autour d'une table avec un ergonome et un pédagogue pour réfléchir à un concept finalement, un concept game qui pourrait convenir à l'éducatif. Et c'est ainsi qu'est né Adi, pour accompagnement didacticiel intelligent, qui reposait sur quelques principes simples. D'abord l'identification, ou plutôt être suivi par un personnage virtuel qu'on ne voulait pas typer humain, parce que bon, il fallait régler des questions d'habits, de couleur de peau, de cheveux. Donc on l'a délibérément placé à l'extérieur de la planète Terre, c'était un extraterrestre. Ensuite, deuxième principe, il ne sanctionnait jamais l'utilisateur, donc pas de tu es nul, réfléchi, mais plutôt tu n'es pas en forme aujourd'hui, c'est pas grave, on va jouer. Troisième principe, on apprend en jouant, ou on joue en même temps qu'on apprend. Voilà. Et le principe fort, c'était que plus on accumulait des points, et plus ça débloquait des jeux. Donc des jeux étaient cachés à l'intérieur du produit et on les débloquait au fur et à mesure qu'on... Alors ce principe-là a marché du feu de Dieu et on l'a adapté non seulement pour les collégiens, donc Adi, pour les primaires aussi, mais aussi pour les plus petits. Donc c'est ainsi qu'Adi Bouchou est né, le petit cousin d'Adi, et aussi, Adi Bou pour les maternelles et Adi Bouchou pour encore plus petits. Voilà. À Cocktail Vision, on menait de front les deux types de produits, le jeu pur et le ludo-éducatif. Et ceci jusqu'à l'absorption de Cocktail Vision, la fusion avec Vivendi, qui a fusionné aussi avec Sigram, donc on est devenu vraiment une grosse entité. Et puis il y a eu le problème que vous savez avec Jean-Marie Messier qui a perdu la confiance de ses actionnaires, donc tout ça s'est effondré et la grosse pieuvre qui était Vivendi Universal a été démembrée de toutes parts, le studio a été revendu et finalement les productions, le studio original avec les personnes qui étaient créatives à l'époque sont parties et du coup toute la création s'est effondrée. Aujourd'hui, Muriel dirige sa société, Avantille, spécialisée dans les environnements en réalité virtuelle sur Internet. Un domaine finalement dans la continuité des expérimentations visuelles de Lost in Time ou Urban Runner. Mais elle ne cache pas son envie de produire à nouveau des jeux vidéo. Je suis donc partie, j'ai donc quitté Vivendi pour créer ma propre société, mais je voulais qu'elle soit aux Antilles. Donc je suis allée là-bas en 2003 pour la créer, toujours avec l'idée de continuer à faire du jeu vidéo finalement. Et je suis très vite tombée, enfin j'ai repris mes anciennes amours avec Patrick Chamoiseau et je suis tombée sur un scénario qu'il était en train d'écrire et on a mis en route une adaptation d'un roman basé sur les contes et légendes antillais et dont l'héroïne est ce qu'on appelle une maman de l'eau, c'est-à-dire une sirène caribéenne qui s'appelle Fragile Fatale. Donc ce jeu vidéo nous a permis donc de démarrer les activités de Avantille, qui est le nom de ma société. Et puis, ce projet de jeu et de film d'animation est encore dans les cartons parce que il faut produire et il faut trouver les finances pour cela. Donc du coup, il fallait trouver un autre secteur qui serait plus productif et qui ferait rentrer des devises. Enfin, et on est
On s'est, à la faveur d'une rencontre avec d'autres associés, nous sommes intéressés au marché de la réalité virtuelle. Et à la réalité virtuelle appliquée à l'urbanisme et à l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a un engouement lancé probablement par Google d'ailleurs, avec des produits comme Google Earth, un engouement pour les visites virtuelles de projets d'urbanisme ou d'architecture, alors vue du ciel, mais aussi en immersion. Alors nous sommes spécialisés dans l'immersion totale, c'est-à-dire qu'on visite les projets ou les sites à hauteur d'homme et surtout accessible par le web. Le marché a mûri, s'est durci, beaucoup de studios ont fermé et on a commencé à faire des jeux de plus en plus sophistiqués qui demandent beaucoup de financement. Ce sont pratiquement des productions hollywoodiennes aujourd'hui et l'apparition de plateformes de distribution est peut-être une solution qui va nous permettre, nous petits éditeurs, de produire à moindre coût. Donc, et puis il y a les consoles aussi, il y a le marché des consoles qui est passé par là, donc tout le monde s'est rué sur la Wii et tout le monde a commencé à fabriquer pour la Wii ou pour les consoles Xbox, PSP et ainsi de suite. Je pense qu'on va revenir à des supports un peu plus accessibles. Je crois toujours aux jeux d'aventure d'une part et aux jeux sur PC. D'autre part, donc je pense que là il y a une réflexion quand on est éditeur aujourd'hui à savoir quel type de jeu, quel support, combien. C'est des questions qu'on doit se poser et qui sont pas faciles, auxquelles il n'est pas facile de répondre aujourd'hui. Bon, et comme je suis un excellent pédagogue, bien évidemment, hop, une surprise, une deuxième exception. Parce que quand vous avez EI, ça fait pas EI. Tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai dit hey, je suis Benoît Sensei et pas Benoît Sensei. J'ai pas dit Benoît Sensei, j'ai dit Benoît Sensei. Parce qu'en fait, le I prolonge le E, Sensei. Voilà. C'est encore un détail, une petite exception, mais pour bien lire et prononcer le japonais, c'est tout ce qu'il nous fallait. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui dans Indé6, nous allons nous éloigner de la formule habituelle de l'émission puisque nous allons aller à la rencontre des auteurs de Bloodlust édition Metal, nouvelle incarnation du jeu culte des années 90. François, je suis rôliste depuis un peu trop d'années, plus de 25 ans, et en fait j'ai joué à Bloodlust à sa sortie. Donc au début des années 90, et ça s'est retrouvé être un jeu auquel j'ai vraiment énormément accroché, qui est resté avec moi ensuite, quand je dis resté avec moi dans le sens que vraiment j'avais beaucoup accroché à ce jeu-là, que derrière je me suis retrouvé quand je me suis installé sur Paris, à créer un site web sur ce jeu pour mettre en ligne des aides de jeu, des scénarios, et c'est ce qui a fait quand les gens de chez John Doe ont eu envie de lancer ce projet, ils avaient connaissance du fait qu'on était très intéressé par ce jeu et qu'on avait une bonne connaissance du jeu. On connaissait les gens de John Doe pour les avoir rencontrés dans diverses conventions où nous on allait en tant que joueur, en tant que fan, ou pour rencontrer des auteurs pour un site qu'on entretenait à l'époque sur l'info du jeu. Et on a rencontré donc le Grumpf, qui est un des membres de l'équipe de John Doe, qui est venu nous voir en disant vous êtes les gars du Monde des Conquêtes, vous connaissez bien Bloodlust, nous on le connaît de réputation, on aime bien le jeu, on se demandait si on allait faire une nouvelle version, comment vous la verriez? Et donc comme on était en pleine une convention, on s'est dit on se retrouve plus tard, on a convenu d'un rendez-vous et on devait se rencontrer pendant 2 heures. Et en fait on s'est retrouvé à passer le week-end complet dans un bar, puis chez nous, puis à discuter comme ça autour de papier qu'on noircissait petit à petit, puis à la fin, les gens de John Doe nous ont dit non mais on va pas s'embêter à continuer à prendre vos conseils sur comment faire le jeu, on va vous laisser des pages blanches et puis vous allez le faire pour nous. Comme nous on n'avait jamais écrit de jeu, premier réflexe ça a été d'avoir un gros coup de trouille et puis ensuite de se dire ouais c'est l'occasion. C'est un jeu qui se déroule dans un univers qui est un univers barbare, qui est un univers antique, qui est un univers très intense, très violent et très sensuel. Et ça, par certains aspects, ça rappelle l'univers de Conan ou l'univers de Stormbringer.
Et ça donnait des possibilités, en fait, ce jeu à l'époque, dans les années 90, à proposer certaines idées de jeu qui étaient peut-être un peu nouvelles ou qui en tout cas étaient qui permettaient de se lâcher. Dans Bloodlust, on joue un porteur d'armes, c'est-à-dire un mec qui a une arme avec un dieu dedans. Ce dieu lui parle, ce dieu lui confère des pouvoirs extraordinaires. Et en échange, ce dieu, tout ce qu'il attend, c'est que le gars, finalement, fasse ce que le dieu veut, vive une vie intéressante. Cela joue Kurgan plus qu'autre chose, c'est-à-dire vivre vite, intensément, pas forcément longtemps, mais en tout cas vivre vraiment des choses intenses. Et c'était un jeu donc où finalement les gens se retrouvaient à pouvoir suivre leurs envies. Ça avait le fond, la saveur des univers de Siro, c'était rédigé par Krog, Géoran, Stéphane Burat, toute la bande, qui avait une plume qui à l'époque ralliait vraiment tout le monde autour d'eux. Et tout le monde s'est jeté sur ce jeu parce que c'était fun. Sur la participation de l'ancienne équipe à ce qui se passe aujourd'hui, c'est surtout notre éditeur qui s'en occupait. Nous, la chose qu'on voulait, c'est avoir l'aval de Siro, Asmodée, enfin ce qu'ils sont devenus, pour dire ok, vous avez les droits, faites ce que vous voulez, amusez-vous. Croc, qui avait déjà entendu parler 10 ou 15 fois de projets de reprise de Bloodlust, a dit ouais, ça m'intéresse moyennement, qu'est-ce que vous voulez en faire? On lui a fait une présentation du jeu tel qu'on voulait le faire, avec ce qu'on voulait modifier, parce que c'est pas une deuxième édition, c'est véritablement un remake. Il a lu, il a dit ça m'amuse, je fais confiance à John Doe, j'aime bien vos jeux, allez-y. Au niveau de Bloodlust, on est parti sur l'idée de faire un remake et non pas simplement une deuxième édition pour deux raisons. D'abord, une deuxième édition, ça ne nous intéressait pas parce que ça nous empêchait de... On voulait modifier le jeu pour en faire une version à notre sauce, pour y être totalement à l'aise et pouvoir écrire les textes qu'on avait envie d'écrire. Et ensuite, de toute façon, les gens qui jouaient à Bloodlust il y a 10 ans, il y a 20 ans, qui ont décidé de continuer à y jouer, maintenant ils ont fait leur petit Bloodlust à eux, ils n'ont pas besoin de nous. Notre but, c'était de présenter le jeu à une nouvelle génération de joueurs, le proposer aux quelques joueurs qui n'y ont pas joué à l'époque parce qu'ils ont raté le train, mais surtout de le proposer à des gens qui, tout simplement, n'étaient pas là pour jouer à ça, quoi. Et on a pris donc le parti de faire deux choses. D'abord, on a changé les règles. On avait de la chance, on avait dans l'équipe de création le Grumps, donc le troisième larron, qui adore expérimenter des systèmes tous plus bizarres les uns que les autres, qui nous en a fait un qui a eu 7 ou 8 versions entre la création et maintenant, et qui maintenant fonctionne bien, qui permet de faire des parties rapides, relativement fun. On explique les règles très rapidement, et on arrive à les exploiter sur plusieurs parties, à les apprendre, à les développer. Là où on dit vraiment que c'est un remake, pour pas tromper les gens, c'est qu'on a changé l'univers. Nous, ça fait 20 ans qu'on est dans ce monde-là, qu'on le visite, qu'on y joue, qu'on fait des campagnes qui se croisent, qui se décroisent. Donc on avait des tas d'anecdotes à rajouter, qui ont amplifié le monde, qui l'ont détaillé, qui du coup l'ont rendu différent de toutes les tables qui y ont joué ailleurs qu'à notre table. Donc dire c'est la seconde édition, ça aurait été une erreur par rapport à toutes ces tables-là. Dire c'est un remake, c'est plus honnête. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interview. N'hésitez pas à nous faire savoir sur le forum de No Life si vous souhaitez revoir ce type d'interview dans un D6 à l'avenir. Et moi je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien. Bon, ça y est, on en a fini avec les voyelles. Maintenant, on va attaquer un petit peu plus compliqué avec... on va prendre au hasard le H. Le H, voilà. Donc, contrairement à ce qui se passe dans plusieurs pays, le H ne s'aspire pas. Le H s'expire. Et justement, en parlant de Shakespeare, pas du tout comme en anglais. Vous avez par exemple head, high, un H qui vient de très loin, de très profondément dans la gorge. En fait, en japonais, le H est plus léger, il vient plutôt pour vous donner une idée, c'est vrai que c'est difficile à expliquer comme ça, mais il viendrait plutôt du fond de la bouche que du fond de la gorge. Par exemple, Mononoke Hime, hein, que vous connaissez plus, j'espère, sous le nom de Mononoke Hime.
hi. Vous voyez, c'est un hi à la limite, pardon, entre le hi et le chi. C'est un chi très doux. Hi, comme ça. Mononoke hime. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir je suis à Shinjuku dans un izakaya qui s'appelle l'Alps et c'est l'endroit où il fait bon manger, boire et s'amuser entre amis. Et d'ailleurs je suis donc avec quelques camarades francophones dont une charmante petite japonaise qui s'appelle Kaori. Ah, coucou tout le monde, c'est bien, bonne ambiance, bonne ambiance. Et dans cette émission nous verrons donc les topics ainsi que les concerts. On commence les concerts avec Keisho Ono, le célèbre joueur de shamisen. Il ne lui reste plus que 6 dates à faire en France. Il sera d'ailleurs le 15 et le 16 à l'Archipel à Paris. Pour le groupe Pinky Doodle Poodle, c'est aussi sur la capitale que ça va se passer, le 11 mars au Bizarre. Ryo Fujimura, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps dans les releases, sera également en concert le 13 mars à Paris au Baroque Café. Le 15 et le 16 mars, toujours on passe au concert de Gilgamesh. D'abord à Strasbourg à la laiterie et ensuite à Paris au Trabendo. Et enfin on termine avec Miyavi et son What's My Name World Tour qui l'amènera à se produire en France 5 fois, dont le 27 mars à Paris au Trianon. Dans 2 semaines, nous parlerons en plus des concerts de Shugo Tokumaru, Loveless, Trildan, Iruma Ryoka, le groupe D et surtout Maximum The Hormone. On commence le Topics avec Shibasaki Iko, qui donc est très connue pour être actrice. Vous la connaissez sûrement vous peut-être par Battle Royale, où elle avait un rôle plutôt sanguinaire. Et ça fait pas mal de temps aussi qu'elle a commencé sa carrière en tant que chanteuse. Et on peut dire qu'au Japon, elle est vraiment connue dans ces 2 domaines, aussi bien en tant qu'actrice qu'en tant que chanteuse. Et il se trouve que Miss Shibasaki Iko va également jouer dans une production américaine, ce qui fait que peut-être elle va contaminer le monde entier et qu'elle va être populaire partout, parce qu'elle va jouer dans le film Les 47 Ronin aux côtés de Keanu Reeves. Et ce n'est pas rien. Alors pour expliquer vite fait en fait l'histoire des 47 Ronin, car c'est pas pour rien qu'une japonaise va jouer dedans, c'est que ça vient d'une légende japonaise qui est basée sur des faits historiques, qui dit qu'en fait donc un daimyo, donc on va dire un maître, comment expliquer un daimyo, bref on va dire un daimyo qui donc avait eu un problème avec quelqu'un de plus important que lui, a dû être condamné à se faire seppuku, donc à se suicider, et les 47 samouraïs qui lui étaient fidèles, ils sont devenus des ronin puisqu'ils n'avaient plus de maître. Ils ont voulu le venger la mort de leur maître, et donc après ça, ils ont été obligés de se faire seppuku aussi. Donc en fait c'est une histoire qui montre en fait à quel point les samouraïs étaient fidèles et mettaient l'honneur à une certaine place dans leur vie. Et ce film devrait normalement sortir en 3D en décembre 2012. Et quand même je tiens à préciser, parce que je ne l'ai pas vraiment dit, c'est que Shibasaki Iko jouera le premier rôle féminin dans ce film. Ce n'est pas rien. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Balzac avec Distraction. Il y aura également le clip Crazy de Doping Panda, Monobright avec Atama no Naka no SOS, Shimatani Hitomi avec un ancien clip, Yasashi Kiss no Mitsukekata, Kudo Mayu avec My Sweet Days, le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life, et enfin, il y aura Crystal Kay avec Flash, donc un des derniers clips de la demoiselle. J'adore, c'est un peu hip-hop, R&B, moi j'aime ça, un peu de black music sur No Life, en plus avec une fille super canon. Pensez à voter pour le J-Top.
Alors là mes cocos, accrochez-vous bien, on rentre dans le cœur des problèmes qui est lié en fait à notre culture française par rapport à la culture japonaise. Parce qu'en fait, souvenez-vous, mardi je vous avais dit, quand on est petit, avec les voyelles, on nous dit un O et un I, ça fait un WA, un A et un I, ça fait un E. C'est pareil en fait avec le S. Quand on est petit à l'école, on nous apprend qu'un S entre deux voyelles, ça fait ZE. Par contre, le petit japonais, lui, qui va à l'école au Japon, qui a malheureusement pas la chance d'aller à l'école en France pour apprendre les règles françaises, eh ben lui, quand il a un S entre deux voyelles, eh ben il fait S. Voilà, comme dans Osaka. Osaka, il dit pas Osaka. Parfois, quand le mot il arrive et il est transcrit en français, comme la personne qui lit, elle se souvient qu'on lui tapait sur les doigts quand il faisait pas de Z entre les voyelles. Donc il dit Osaka. Pareil avec le wasabi. Vous avez mangé du wasabi? Non, vous n'en avez pas mangé, parce que vous avez mangé du wasabi. Voilà, c'est comme pour kamikaze. Non, j'ai connu kamikaze, c'est vraiment un Z. Comme vous voyez, quand ils veulent mettre un Z, ils mettent un Z. Voilà, ils ne laissent pas un S. Donc si en français, vous voyez un S, c'est Sasuke. Sasuke, non, à part chez Mehdi, Sasuke, mais c'est Sasuke. Voilà, c'est simple, c'est très simple. Bon, quant à moi, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.